Nous avons sous les yeux ici la carte représentant la théorie géopolitique de Mackinder, géopolitologue britannique de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, il présente sa théorie comme une vision, une analyse géopolitique de l'histoire du monde. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Lui qui voit la Russie, on pourrait dire la Russie élargie comme le pivot, la zone pivot du monde qu'il faut contrôler pour contrôler le monde, eh bien cela ne matche pas avec une vision, je dirais, euh, de l'histoire du monde, vu que eh bien la Russie, ça reste les confins du monde. Et il inclut dans cette zone pivot. Cette zone pivot va de l'Europe de l'Est au, juste avant le détroit de Bering. Euh, Elle inclut le Caucase, la Perse, une partie de la Chine, l'Asie centrale, donc tout ce qui est Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. D'accord, mais pour présenter ça comme une vision géopolitique de l'histoire du monde, non, moi, il faudrait plutôt présenter ça comme de la géostratégie, voyez. Donc à son époque, c'est l'Empire britannique, c'est l'empire dominant, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrôler le monde, voyez. Donc c'est plutôt comme cela qu'il faudrait présenter sa thèse plutôt que, au lieu de la présenter comme une vision géopolitique de l'histoire du monde. Ça ne peut pas matcher. Inclure la Sibérie dans l'histoire du monde, jusqu'à aujourd'hui, la Sibérie est une zone très peu peuplée et qui n'a eu pas d'impact dans l'histoire du monde. Et exclure la Mésopotamie, donc l'actuel Proche et Moyen-Orient, oui, ça ne peut pas matcher. On est d'accord. Donc c'est plus une vision géostratégique plus qu'une vision de l'histoire du monde, comme on va le voir juste après. Suite à Mackinder, nous avons Spikeman. Spikeman. Donc c'est le représentant de l'école géopolitique américaine. Alors il réfute la vision de Mackinder euh, en disant que donc cette zone pivot, le cœur du monde, le Heartland, euh, non, ce n'est pas la zone à contrôler pour contrôler le monde. Pour contrôler le monde, il faut contrôler le Rimland. Donc lorsqu'on contrôle le Rimland, on contrôle, on a la main mise sur le Heartland, mais et ça nous permet d'avoir le contrôle du monde. Donc il réfute, il reprend en partie la thèse de Mackinder, mais il l'adapte. Donc soit dit en passant déjà, euh, ça, c'est les deux représentants de l'école de la géopolitique anglo-saxonne, l'un britannique, l'autre américain. Pour eux, il faut, en gros, bah, il faut mater la Russie, quoi. Disons les choses clairement. Donc, bah, pour ceux qui pensent toujours que c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, qui n'ont pas compris que, eh bien, c'est l'OTAN derrière l'Ukraine et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, bah, là, on a un exemple parfait. Pour les Américains, il faut contrôler cette zone du monde qu'ils appellent Pivot Area ou Heartland, donc la zone pivot du monde ou euh, le cœur de la Terre, bah, en grande partie c'est la Russie.
Voilà, donc ça fait depuis 150 ans qu'ils ont théorisé ça. Mais là, je vais présenter ma vision géopolitique de l'histoire du monde que j'avais déjà énoncée. Et on voit que euh, là, c'est, 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 euh, c'est constant dans l'histoire. Et les premières cités, États constitués, vous voyez, c'est en Mésopotamie. Donc, on est dans le Néolithique, on a Our. Alors, c'est quoi les cités? Göbekli Tepe. Là, c'est dans l'actuelle Turquie, mais en vérité, quand on regarde, et comme nous l'explique Pierre Rossi, c'est exactement cette même civilisation araméenne. La preuve en est que lorsqu'on va voir la langue des Hittites, en fait, certains historiens, pas les récents, hein, pas les nota bene, hein, si on peut les qualifier d'historiens, bien évidemment, les historiens sérieux, les universitaires d'il y a 50 ans, 100 ans, donc ils parlent d'araméen également pour les Hittites, qui s'écrivent de deux manières, comme les Égyptiens, comme les Babyloniens, comme cet araméen là qui a qui connaît qui a qui dont il y avait différentes variantes jusqu'à ce que la langue se fixe et devienne à proprement un alphabet, ce qu'on appelle le phénicien. Vous voyez, c'est devenu proprement un alphabet. Et quand on va checker le phénicien, étonnant, c'est un alphabet arabe. Je vais pas y revenir. Euh, donc oui, les Hittites, lorsqu'on va checker comment ils écrivaient leurs lettres, alors c'est du hiéroglyphique, très ressemblant au hiéroglyphe égyptien, ainsi que ah mince, j'ai toujours un trou de mémoire. Comment ça s'appelle ça? Le cunéiforme. C'est pareil, c'est du cunéiforme. Ça ressemble exactement au même. C'est exactement la même manière de former les lettres que le cunéiforme babylonien, assyrien, etc. hein, c'est pareil. D'accord? Donc c'est la même civilisation. Donc petit à petit, donc il y a eu un processus de concentration. On en avait également parlé lors de la Chine, de l'époque de Sun Tzu, cette période de l'histoire chinoise qui s'appelle les royaumes combattants. Donc à l'époque de Sun Tzu, la Chine n'était pas unifiée. On ne pouvait pas parler de Chine à proprement parler. Il y avait une vingtaine de royaumes, donc, dont 5 ou 6 importants qui ont commencé à se faire la guerre. Ils ont commencé en attaquant plus petit que. Il y a eu un processus de concentration jusqu'au moment où euh, il n'en restait plus que ces grands royaumes combattants qui se sont fait la guerre et se sont absorbés les uns les autres. Et vers moins 200, on a connu la Chine unifiée. On est d'accord. Donc ce processus a également eu lieu en Mésopotamie, donc en moins 1000, moins 500. Donc donc là, c'est l'Empire perse, d'accord? Mais auparavant, l'Empire perse, c'est immense. Hein. Donc ça allait de la Perse jusqu'en Égypte et englobant même l'actuel Kazakhstan, Ouzbékistan, le Caucase, etc. Et la Turquie jusqu'en Macédoine. Macédoine qui faisait partie intégrante de l'Empire. Cette Macédoine où est né Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est né de culture perse. On en a parlé également, on va pas revenir. Oui, mais avant ce processus de concentration arrivé à bout, à sa fin, avec cet empire perse géant, euh, on a eu l'Égypte d'un côté et
la Babylonie, tantôt la Syrie, etc. Euh, et les Hittites également, faisaient partie également de l'empire assyrien. Vous voyez. Euh, donc c'est ça qui prévaut dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qui prévaut le plus longtemps, c'est-à-dire deux blocs. Vous voyez. Et une zone tampon au milieu. La zone tampon, bah, c'était la Palestine. Tantôt aux mains des Égyptiens, tantôt aux mains des Assyriens ou des Babyloniens. Et il y avait également des Hittites, vous voyez. Euh, Par exemple, dans la Bible, Salomon, David avait des soldats hittites, voilà. Et c'est David même qui a fait tuer un de ses soldats, qui a provoqué la mort d'un de ses soldats. On en a déjà parlé, c'est dans la Bible. Alors même qu'il avait 3000 femmes, parce que la femme de ce soldat hittite lui plaisait. C'est Salomon, je crois, pardon, Salomon. Et en plus, apparemment, non, pardon, c'est David, et c'est David, pardon, et apparemment, Salomon serait le fils de cette femme hittite. Salomon est le fils de David et de cette femme hittite. C'est dans la Bible également. Vous voyez, on nous parle peuple élu, il y a une continuité raciale jusqu'à aujourd'hui. Même à l'époque, c'était des métis, entre guillemets, on pourrait dire. Moïse n'a eu aucune femme des tribus d'Israël. Séphora, donc la fille de Chouaïb, c'est un arabe, c'est les anciennes tribus arabes de Jordanie, comme on les appelle. Euh, les Nabatéens. Il a même eu une femme d'origine africaine. Il a même et une Hittite, il me semble. Voilà. Bref, c'était une parenthèse. Je reviens. Oui, donc il y a un processus de concentration, mais dans la plupart du temps, on voit que c'est deux blocs. Vous voyez, donc là, on parle de l'Égypte d'un côté. Ça, c'est bon, ça, c'est voilà, ça, c'est les tout débuts de l'histoire du monde. On a l'Égypte d'un côté, de l'autre côté, tantôt la Babylonie, tantôt l'Empire assyrien. Ensuite, les Perses balayent tout, ils englobent, mais on voit que ça explose à un moment. Quand on a un empire géant qui a tout englobé, vous voyez, les deux blocs, ça dure jamais longtemps. On revient à la situation des deux blocs. Vous me suivez? Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait parler de quoi? L'Empire romain, comme je l'ai déjà dit et démontré, lorsqu'on nous présente des cartes de l'Empire romain, cet empire de tout le contour, de tout le pourtour méditerranéen, nous présentons cet empire comme un empire euh, euh, monolithique, dominant, le seul dominant, comme le seul empire dominant. Non, il faut dézoomer. Il y a la Perse à côté. Vous voyez, c'est les Sassénides, c'est la dynastie sassénide. D'où même, en fait, il y a encore oui, encore ce monde araméen, oui, qui n'a pas disparu. De toute façon, même on va pas revenir, les Latins, Rome a été fondée, l'origine de Rome, c'est la civilisation étrusque. Les Étrusques, c'est des proches orientaux. Mais ensuite, même, on le comprend même entre les guerres au départ médiques, donc les guerres entre Rome et la Phénicie, et qui vont se poursuivre euh, avec les guerres entre Rome et Carthage. Carthage, c'est les représentants également de la Phénicie. Vous voyez, c'est toujours deux blocs. Bon, certains, là, ils vont commencer leur histoire, leur vision géopolitique de l'histoire à ce moment, en parlant de euh, l'histoire du monde, en fait, c'est l'empire des mers contre l'empire des terres. Ça, c'est une autre vision. Alors ça, c'est Alexandre Douguin, mais je ne sais pas si c'est de lui. Mais en vérité,
comme je l'ai dit, cette vision-là, elle n'est pas correcte également. Il faut voir deux blocs en fait. Donc on poursuit dans l'histoire du monde. Après, après c'est quoi? Après, oui, il y a Byzance, ouais, il y a la naissance du christianisme, euh, et l'émergence de la civilisation islamique. À l'époque de l'islam, c'est pareil, c'est deux blocs, la civilisation islamique et l'Europe émergente, l'Europe chrétienne. Et c'est les guerres qui vont... Les deux blocs se font la guerre, et bien là, ça sera les croisades, par exemple. Finalement, c'est une époque assez longue, cette époque de l'apogée de la civilisation islamique. C'est une époque plutôt pacifique, en fait, hein. Il y a eu finalement très peu de guerres, en fait, hein. On peut souligner ça, hein. On peut le souligner quand même. Après, bien évidemment, les deux blocs ne s'affrontent pas toujours directement. Oui, ça se passe par proxy, on va dire ça comme ça. Ensuite, cette situation-là entre l'empire, la civilisation islamique et l'Europe médiévale, l'Europe chrétienne, va se poursuivre jusque la Renaissance, où là on va connaître les grands empires maritimes, vous voyez, le Portugal, l'Espagne d'abord, puis ça sera l'Empire britannique. Oui, mais la civilisation islamique est toujours là. Il y a toujours, on va dire, deux blocs en fait. Et puis on pourrait directement bondir au XXe siècle et la constitution de, pareil, deux blocs. Donc le bloc occidental et le bloc des pays communistes, des pays affiliés à l'URSS. Une chose comme ça, lorsque un troisième pays veut devenir c'est un troisième pays de cette zone tampon, vous voyez, de cette zone, ouais, on est entre deux, veut émerger et s'imposer sur les autres. Là, on pourrait parler de du Reich, donc de la période nazie. On voit que c'est des périodes troubles en fait, des périodes où forcément il va y avoir guerre. Et en plus là, en l'occurrence, guerre mondiale. Oui, parce que oui, là, si on regarde même sur la carte, donc, depuis les Égyptiens, l'Empire perse, euh, donc c'est les Sassanides, si je me trompe pas, non, c'est pas les Sassanides, c'est les Achéménides, l'Empire achéménide. On voit que c'est la même organisation territoriale, géopolitique du monde, deux blocs et une zone tampon. Mais avec l'expansion, voilà, c'est ce que j'ai dit aussi. On voit que l'empire, si je puis dire, s'exporte vers l'Occident. Vous voyez, au départ, on a les empires donc égyptiens, babyloniens, même si bon, ça reste géographique, hein. Ça reste un empire géographique seulement, régional plus exactement. Donc un Achéménide, qui est un empire géant, vous voyez. Ensuite, on a Rome, vous voyez, l'empire arabo-musulman. Et on commence à aller on se déporte un peu plus vers l'Est. Donc avec Rome, oui. Ensuite, le Saint-Empire romain germanique, vous voyez. Les empires maritimes, les grands empires maritimes européens, le Portugal, l'Espagne. Ensuite, la Grande-Bretagne et voilà, les États-Unis aujourd'hui. Vous voyez, l'empire, on voit, oui, parce qu'il y a deux blocs, mais il y a toujours un bloc dominant. Vous voyez. Donc je sais pas comment expliquer ça, mais on voit si je puis dire, une déportation de l'empire vers l'Occident, quoi. L'empire
Voilà, il va vers l'Occident. Et on pourrait dire même que ça va. Donc là, là, c'est l'extrême Occident, et peut-être qu'on est sur le point de faire un tour. Le prochain empire, ça sera la Chine. L'empire mondial, le prochain empire mondial, ça sera sûrement la Chine. Et avec la Chine, oui, la Russie et on pourrait dire leur zone d'influence, les BRICS. Vous voyez, donc on retournerait à l'extrême-orient. Donc, je reviens sur ce que je disais. Oui, on voit que depuis le néolithique, après le néolithique, la constitution des grands empires, on voit que c'est toujours deux blocs. Vous voyez, avec une zone tampon. Jusqu'à aujourd'hui, donc si on parle du XXe siècle, on voit que là, c'est pareil, il y avait deux blocs. Et là, dans cette zone tampon, se situant entre ces deux blocs, il y a une civilisation, là en l'occurrence, si on peut les appeler civilisation, l'empire nazi, voilà. Bah oui, il voulait se constituer en Reich pour 1000 ans. Bah, là, ça fait des guerres, c'est des zones, là, c'est des temps guerriers, c'est des temps troubles. Donc, bah, la preuve en est la première et la deuxième guerre mondiale. Vous voyez, une nation de cette zone tampon veut émerger et dominer les autres. Voilà, c'est ça. Donc, et là, en plus que maintenant, euh, cette constitution en deux blocs s'est étendue au monde entier, bah voilà, ça fait des guerres mondiales. Donc moi, la constante dans l'histoire du monde, moi, et la vision géopolitique, il faut voir, bah, c'est ce que je suis en train de dénoncer là. Ni en revanche, ni le Heartland, le Rimland de Spikesman, ni le Pivot Area, donc qui est aussi le Heartland, là dans cette vision de Mackinder, ni celle de Alexandre Dugin nous disant que voilà, depuis les temps les plus anciens, la géopolitique se fait, le monde se divise en un empire des mers et un empire des terres. Que dans l'histoire, non, ça matche pas non plus, oui, ça ne matche pas, ça ne matche pas. Euh, Parce que voilà, tout simplement, comme je l'ai dit une fois, je l'avais déjà évoqué, parce que oui, il dit ça, Alexandre Dugin dans son livre, et il commence son histoire pour valider ses dires. Il commence l'empire phénicien et Rome, comme quoi Rome c'est un empire des terres et les Phéniciens c'est un empire des mers. Oui, les Phéniciens c'est des marins, oui, ça c'est sûr. Rome c'est l'empire qui s'étendait sur tout le pourtour méditerranéen. Donc la preuve que c'est un empire des mers aussi, en fait. Et ça matche pas. Parce que lui, il reprend les thèses de ces célèbres géopolitologues anglo-saxons, en particulier Mackinder. Ça vient de lui, en fait, je crois. Ça vient de Mackinder, parce que ce n'est pas d'Alexandre Dugin. Mais je veux dire, oui, Mackinder, lui, bah oui, pour lui, il habite euh, en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne de l'époque domine le monde. C'est un empire planétaire et bah, c'est un empire des mers en fait. Voilà. C'est la Compagnie des Indes orientales, etc. C'est basé sur une flotte. Oui, d'accord, mais euh, c'est encore une fois, ce n'est pas une vision géopolitique de l'histoire du monde, c'est une vision géostratégique. Vous voyez, dans l'histoire du monde, bah, ça matche pas. Voilà. Après, ceux qui pourraient me dire, oui, mais toi non plus, là, ça ne matche pas parce qu'il y a l'Inde, la civilisation indienne et la civilisation chinoise. Oui, mais les Chinois et les Indiens, en fait, ne sont pas des conquérants. On va dire ça comme ça.
c'est des empires de l'intérieur. On appelle par exemple la Chine l'empire du milieu. Il se constitue en empire euh, au sein de son bassin civilisationnel. Vous voyez, il y a comme on en parlait, il y a un processus de concentration et d'harmonisation de la langue, de la culture, etc. Mais ce n'est pas un empire, on va dire, porté sur l'extérieur. Voilà. Mais maintenant, oui, ça va changer, quoi. Là, ça va changer. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de diplomatie, hein. Il y a toujours eu des échanges entre, par exemple, les Perses et la Chine, hein. Le marin, l'histoire du marin Sinbad. Sinbad, c'est un Perse, hein. Je crois que je sais pas si cela fait partie des contes des mille et une nuits. Les contes des mille et une nuits, là, c'est arabe, c'est à Bagdad, c'est à Damas, là, c'est purement arabe. Mais voilà, c'est des histoires pareilles, hein, c'est des histoires orientales. Mais Sinbad, en tout cas, c'est un marin perse et il allait en découvrir l'Asie, justement. Vous voyez? Et c'est même, comme on dit, les musulmans d'Asie, donc les Indonésiens, les Malaisiens, c'est les Perses qui leur ont transmis l'islam. Et ça s'est fait même d'ailleurs, disons-le, hein, pacifiquement. Une fois de plus, quoi. C'est pour revenir à un des points que j'avais énoncé tantôt. Donc voilà, c'est ma vision géopolitique de l'histoire du monde.